Le Premier ministre Roosevelt Skerritt a clairement fait savoir que la volonté et l'intégrité doivent occuper une place centrale dans la décision des Dominiquais d'élire un gouvernement pour les 5 prochaines années, tandis que dans le même temps, il décrivait le chef du Parti des Travailleurs Unis de l'UWP, Lennox Linton, comme un fraudeur. Il s'adressait à la population lors d'une réunion publique du Parti travailliste de la Dominique, dont le thème était « La Dominique mérite mieux, Lennox Linton doit s'en aller ». Un chef de file de la deuxième décennie du XXIe siècle doit avoir du caractère, de l'intégrité, une vision et un concept de développement. Lennox Linton n'a rien de tout cela. Rappelons que Linton est actuellement impliqué dans une controverse dans laquelle, selon le DLP, il aurait plagié le travail de son collègue de Sainte-Lucie, Ellen Chastanet. Je vais vous donner l'occasion d'aller aux urnes très bientôt pour dire au Parti des travailleurs et de dire à Lennox Linton et Edison James que nous ne voulons pas qu'ils dirigent la Dominique, ni maintenant, ni dans l'avenir. Le deuxième festival annuel du Chicken Mountain, organisé par la Division des forêts et de la faune, a lieu au Jardin botanique de Roseau. Il s'inscrit dans le cadre d'un projet organisé pour sensibiliser le grand public sur la situation des Chicken Mountain. Une conférence de presse a lieu jeudi afin d'informer le public sur les tentatives menées pour sauver l'espèce. Jacqueline Andrea nous rappelle qu'en 2002, le champignon mortel chytrid a frappé le Chicken Mountain de la Dominique et sa population s'est réduite de 80% en seulement 18 mois. Ce festival sera l'occasion de sensibiliser le public sur la manière dont chacun peut participer aux efforts de conservation, car cela dépendra de l'appui de tous les Dominiquais. Alex Blackman de la Société zoologique de Londres a déclaré que l'un des points essentiels est de savoir si les grenouilles survivantes ont développé une résistance aux champignons. Il a révélé aussi qu'il existe des populations sauvages de grenouilles qui sont apparemment encore en bonne santé. Mais nous devons, dit-il, souligner que ce sont de petites populations. Depuis le début de l'année, nous avons pu recenser moins de 100 grenouilles. Certaines des grenouilles semblent pouvoir vivre avec le champignon et un centre de reproduction en captivité a été construit dans les jardins botaniques qui abritent actuellement 11 grenouilles. Ce crapaud, Leptodactylus phallax, est la plus grosse grenouille indigène dans les Caraïbes. Il a longtemps été considéré comme un plat délicat en Dominique et pendant des années, il fut le plat national officieux de l'île. Après que le champignon chytrid a détruit plus de la moitié de la population, le gouvernement a interdit de chasser la grenouille. L'association de la fonction publique a repris les pourparlers avec l'équipe de négociation du gouvernement après la grève des services incendies. Selon le chef adjoint des pompiers, Lambert Charles, c'est le retour à la normale dans les casernes de pompiers à travers l'île après une grève de 10 jours. Lambert Charles a félicité les officiers qui ont choisi de rester sur les sites et fournir des services d'urgence dans le pays, tout en assurant qu'il n'y a pas d'animosité envers ceux qui ne l'ont pas fait. Le ministère de la Santé a tenu un important exercice de sensibilisation au virus Ebola. La réunion s'est déroulée avec les principaux organismes de sécurité nationale. Les autorités de santé publique ont mis en place une stratégie intersectorielle visant à prévenir et traiter les éventuels cas suspects, une question selon eux de sécurité nationale. Les responsables des églises non confessionnelles apprennent à mieux connaître le virus Ebola. Les dirigeants des églises ont assisté à une formation de sensibilisation Ebola d'une journée au Centre national de bien-être mental vendredi dernier. Les responsables sanitaires estiment que la menace du virus Ebola reste faible, mais ils considèrent que la préparation est néanmoins importante. Une délégation de parlementaires et de membres d'organisations de base ont rendu visite ce mardi à l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, qui fait actuellement l'objet d'une enquête judiciaire dans le cadre d'un dossier de blanchiment des avoirs et de trafic de drogue. Cette démarche vise non seulement à réconforter le leader lavalassien, mais également à lancer un message au juge Lamar Bélisère pour qu'il comprenne que Jean-Bertrand Aristide n'est pas seul. Des députés tels que Jean Tolbert Alexis et des responsables de la Faux-Parc, dont Timothée Rony, faisaient partie des visiteurs. Le ministère des Affaires sociales annonce la mise en application prochaine d'un plan visant à lutter contre la pauvreté extrême dans l'île de la Gonâve. Charles Jean-Jacques, qui était présent à la 10e édition du programme Gouvernement à la Caillou le week-end dernier à la Gonâve, a indiqué que les restaurants sociaux seront augmentés et plusieurs programmes d'assistance seront mis en œuvre. La police royale d'Antigua-et-Barbuda étudie les rapports des habitants de Tyndall Road qui soutiennent qu'un animal, qui pourrait être un alligator, tourmente les résidents du quartier. Le porte-parole de la police, le caporal Frankie Thomas, a indiqué que des patrouilles sont allées sur zone mardi pour étudier les lieux, mais qu'ils n'ont pas repéré de reptiles.
On nous parle d'un grand reptile, dit-il. Nous poursuivons nos recherches pour nous assurer si l'information est correcte. C'est une créature dangereuse et nous avons besoin de connaître la vraie vérité. Frankie Thomas exhorte les résidents à la prudence et leur demande donc de prévenir la police dès que possible après que l'animal est repéré. Selon les rapports, le reptile, qui mesurerait 1,50 m de long et plus de 30 cm de large, a été vu la première fois il y a plus de 2 semaines, mais les habitants ont eu trop peur pour tenter de le piéger ou même de photographier la créature. Il y a un peu plus d'une semaine, les habitants ont appelé la police après que des chiens et des chats auraient commencé à disparaître dans le quartier. Les responsables du tourisme de croisière sont ravis de l'augmentation attendue de 20% des bateaux de croisière à Barbuda. Selon le président de l'association de tourisme Nathan Dundas, 297 navires sont attendus contre 253 la saison dernière. Rappelons que le directeur des relations gouvernementales pour l'Amérique latine et les Caraïbes de la Royal Caribbean Cruise Lines a réaffirmé le soutien de sa compagnie à Antigua et Barbuda, avec laquelle, dit-il, existe une excellente relation. Nathan Dundas a rappelé que la compagnie fournit 60% de l'activité de croisière à Antigua et Barbuda, apportant ainsi plus de 185 000 passagers vers les îles pour cette saison. Ce chiffre, dit-il, devrait passer à 216 000 passagers la saison prochaine. Antigua et Barbuda a également obtenu d'excellents résultats dans les enquêtes de satisfaction des visiteurs. Le gouvernement a lancé le processus de sélection de la chaîne d'hôtels qui prendra en charge la reconstruction du Sam Lord's Castle à Saint-Philippe, une négociation entamée avec les plus grandes des chaînes hôtelières afin d'évaluer l'investissement potentiel. Alors que leur arrivée n'avait pas été rendue publique, nous étions sur les lieux lorsque les dirigeants d'une chaîne américaine, qui ne souhaitent pas que l'on divulgue son nom, ont fait le tour de cette propriété tentaculaire en compagnie du directeur de la Barbados Tourism Investment, qui a souligné que la transformation coûterait 200 millions de dollars et qu'aucune décision définitive n'avait été prise sur le nom de la chaîne d'hôtels qui serait en charge de l'exploitation. Le ministre du Tourisme a précisé quant à lui que 3 chaînes d'hôtels ont déjà indiqué qu'elles souhaitaient accélérer l'installation qui devrait être prête pour ses premiers clients en 2018. La construction devrait commencer en juin ou juillet de l'année prochaine. La société Indigo Sport a annoncé qu'elle mettait fin à sa relation d'affaires avec Buchanan Bay Resort, principalement en raison de l'incapacité de la station à répondre à ses obligations financières. Sa représentante, Kay Wilson, a déclaré « C'est avec un profond regret que Indigo Sport met fin à sa relation d'affaires de 4 ans avec Harlequin Hotel et Buchanan Bay Resort ». Indigo Sport a retiré tout le personnel et l'équipement du centre de villégiature et a transféré l'activité de plongée dans de nouveaux locaux. Malgré de nombreuses assurances de la société et de son président, précise-t-elle, les règlements dus à Indigo Sport Nautique ne sont jamais arrivés. L'Institut d'agriculture et des sciences marines est un organisme autonome situé dans le North Andros et dont l'ouverture a été annoncée par le Premier ministre pour le 29 septembre prochain. Il offrira des diplômes accrédités à travers son partenariat avec le Collège des Bahamas. Bien qu'ayant connu beaucoup de retard, une première classe de 50 élèves sera reçue dans les délais d'ici 2 semaines. Des installations temporaires seront mises en place pour ce faire. En février de cette année, le Premier ministre Perry Christie a déclaré que 20 millions de dollars seraient accordés afin de transformer ces 200 hectares de terre du Nord Andros en plantation et exploitation d'élevage. Il s'agit que cet institut renforce l'économie de North Andros avec un impact majeur sur l'emploi et l'économie de cette île, a-t-il déclaré. Le Premier ministre espère qu'un tel investissement sera un outil important dans la réduction des importations agricoles du pays. Cependant, le chiffre de 20 millions de dollars représente plus de 3 fois le montant alloué dans le budget. Pas étonnant alors que le leader de l'opposition, Hubert Minnis, ait sonné l'alarme après avoir également terminé lui-même une tournée du site quelques jours auparavant. Parmi ses nombreuses préoccupations, l'opposition veut savoir pourquoi le gouvernement n'a pas investi dans la rénovation du Collège des Bahamas et ses programmes en sciences de l'agriculture et agroalimentaire, plutôt que de créer un programme concurrent. Une cloche a retenti à Christiansted mardi dernier pendant que plusieurs personnes défilaient à travers la ville en souvenir de ceux qui sont morts dans les attentats terroristes du 11 septembre 2001. Les membres de la Légion américaine, la Garde nationale, la Central High School Junior et des habitants, accompagnés par la police et les pompiers, ont défilé pour commémorer le 11e anniversaire des attentats. La cérémonie a honoré ceux qui ont perdu des membres de leur famille dans les attaques. Le commandant de l'American Legion a décoré plusieurs personnes, dont cette mère dont la fille a été tuée dans les attentats du World Trade Center, ainsi que celle-ci dont la fille a été tuée dans l'attaque sur le Pentagone.
Les services de police partenaires de la fondation Save Our Youth, fondation qui milite pour ramener au travail les prisonniers qui ont purgé leur peine. Ils veulent donner une deuxième chance en leur permettant de vivre une deuxième vie en tant que pêcheurs. Les personnes ayant des antécédents criminels ont du mal à trouver un emploi. Et ce qui nous donne envie de leur donner une deuxième chance, a déclaré Iris Tonner, président de la fondation. Cette deuxième chance pourrait venir à bord d'un bateau de pêche. Les ex-détenus récemment libérés de prison auront la chance d'un bateau d'aller à la pêche et de gagner leur vie par la pêche et la vente du poisson à différents établissements de l'île, a précisé Mme Stoner. La police fournit des bateaux pour le programme, beaucoup d'entre eux ayant été utilisés dans des trafics de drogue ou autres activités illicites. Nous saisissons parfois des navires, ces navires passent par les tribunaux et ensuite nous pouvons en disposer conformément à la loi, a déclaré l'inspecteur en chef Patrick Berthing. La Fondation compte sur le secteur privé pour aider à renforcer le programme. Peut-être plus de bateaux, plus de remorques de bateaux. Nous avons également besoin de matériel de pêche, explique Iris Tonner. L'objectif du programme est d'aider à réduire les chances d'un ex-délinquant à retomber dans la criminalité. 27 anciens détenus seraient susceptibles de partager l'utilisation des bateaux de pêche et l'administration des prisons affirme qu'elle allait acheter du poisson aux ex-détenus et le servir dans leur cuisine. Le ministre de l'Agriculture, Roger Clark, est décédé aux États-Unis où il était en convalescence après une intervention chirurgicale pour une affection dorsale. Le corps du très aimé ministre de l'Agriculture et de la Pêche, Roger Clark, est arrivé dans l'île mercredi dernier. Selon l'expression des journalistes, il n'y avait pas un œil sec dans la foule des ministres, des représentants du gouvernement et des membres de la famille présents devant le cercueil. Le gouvernement en entier, mené par le Premier ministre, Porter Simpson Miller, a entonné à l'unisson plusieurs hymnes religieux en attendant l'arrivée du corps de Roger Clark dans la salle d'embarquement. Selon l'ancien Premier ministre P.J. Patterson, il s'agissait là d'un bien triste moment. Le leader de l'opposition, Keith Rowley, a commenté le budget 2014-2015 dans un long discours au Parlement dans lequel il a dénoncé le fait que malgré des prix records du pétrole à plus de 100 $ le baril et les prix du gaz bien au-dessus des niveaux prévus au budget, ce gouvernement a subi un important déficit budgétaire à chaque année de son existence. Nous considérons, a-t-il dit, le document présenté lundi dernier comme rien de plus qu'une longue liste de dépenses. Le témoignage de la négligence grave dans la gestion des affaires économiques du pays qui a été la marque de cette administration alors qu'ils avaient hérité d'une excellente épargne nationale accumulée par notre parti avec plus de 6 années d'excédent budgétaire, a-t-il ajouté. Cuba commémore le 80e anniversaire de l'arrivée sur l'île de l'écrivain américain Ernest Hemingway. Ses petits-enfants participent à la célébration. Ils sont arrivés dans la localité de Cojimar à bord d'une flottille en un geste qui symbolise la façon dont l'auteur de Le vieil homme et la mer fit son entrée à La Havane. Une partie de l'hommage consistera aussi à visiter la propriété du romancier où ils célébreront également les 70 ans de l'obtention du prix Nobel de littérature. Barack Obama a décidé de prolonger les sanctions commerciales envers Cuba pour une année supplémentaire. Selon le chef d'État, cela permet de favoriser les intérêts nationaux des États-Unis. La prolongation de caractère technique et c'est la suite de la politique américaine de plus de 50 ans à Cuba. Le blocus économique fonctionne conformément à la loi sur le commerce avec l'ennemi qui interdit aux citoyens et aux entreprises de tout type de faire des affaires avec l'île. Les États-Unis ont imposé ces sanctions à l'île en 1961 après avoir raté leur tentative de renverser Fidel Castro, provoquant ainsi des dommages financiers de plusieurs millions pour les deux parties. Le chercheur associé à l'université de Denver, Arturo Lopez-Levy, pense que les États-Unis ont une politique à deux vitesses, en critiquant les pays qui imposent des sanctions à d'autres États, mais à la fois en agissant d'une façon complètement unilatérale envers Cuba. Et la République dominicaine est non seulement très loin du salaire que doit avoir un procureur de la République par rapport à celui qu'a un juge, mais en plus, parmi tous les pays d'Amérique latine, elle fait partie des 3 pays les plus bas de la région. Les procureurs de la République d'une vingtaine de provinces se sont unis à cette protestation. Ces derniers ont reçu de plus le soutien de l'ordre dominicain des avocats. Ces avocats qui travaillent avec le ministère public connaissent la véritable situation dans laquelle ils sont. C'est pour cela que nous appelons le président de la République, mon ami, mon frère Danilo Medina, à prêter attention au ministère public. Prendre part à cette affaire, c'est fort, c'est une position tout à fait justifiée. Selon ces serviteurs du système judiciaire, les risques auxquels ils s'exposent sont multiples. No, realmente no.
Non, 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 vraiment non. C'est ainsi qu'a répondu le nouveau ministre des Affaires étrangères quand on lui a demandé s'il connaissait le profil de Bosio Fortuna, alors que le Bosio Fortuna en question se défend des accusations dont il est le sujet. Je suis un dirigeant politique au service de ma province, de mon pays, et j'espérais que le président n'allait pas me décevoir. J'ai une carrière publique de longue date, j'ai travaillé au service de l'État toute ma vie, et je n'ai rien de plus que d'avoir servi mon pays. Je n'ai pas de richesse, de merveille, je n'ai rien, et on me marche sur les pieds. Rappelons qu'on accuse Bosio Fortuna d'avoir fait du trafic avec des Haïtiens et d'avoir monté un consulat clandestin quand il était consul en Haïti pendant le gouvernement de Lionel Fernandez.